Planète A appelle planète B. Planète A à planète B, répondez. À vous, planète B, à vous. Planète B, vous recevez? Ah, mais je suis bête, j'avais oublié. En fait, il n'y a pas de planète B. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la compensation environnementale ou compensation écologique. C'est à la fois la compensation des pertes de biodiversité ou bien la compensation carbone. Alors j'ai intitulé la vidéo « Les mirages de la compensation ». C'est pour être gentil, hein, vous allez trouver dans la littérature ou dans les articles des mots beaucoup plus fleuris, du type esbrouf, arnaque et j'en passe. Bon, on va essayer de se faire notre propre opinion à ce sujet. La compensation, c'est quoi? Bon, en fait, le mot parle de lui-même, hein. Ça consiste à contrebalancer des atteintes à l'environnement qui génèrent des pertes, en biodiversité par exemple, par des actions en faveur de l'environnement. Mais ces actions en faveur de l'environnement ne sont pas faites nécessairement au même endroit, ni d'ailleurs par les mêmes gens qui ont occasionné les pertes. Histoire d'éviter que la possibilité de compenser serve de prétexte à des atteintes à l'environnement, eh bien, la loi place la compensation comme dernière étape d'une démarche plus générale qui est la démarche ERC, éviter, réduire, compenser. Donc cette démarche oblige d'éviter les atteintes quand c'est possible, et ceci dès la phase de conception des projets d'aménagement. Lorsque ces atteintes ne peuvent pas être totalement évitées, elles doivent être réduites au maximum, et ce qui ne peut pas être réduit, donc les pertes résiduelles, elles, doivent faire l'objet de compensation. Si bien qu'on ne peut pas compenser si on n'a pas avant évité et réduit au maximum. Un peu plus concrètement, on a d'un côté des projets d'aménagement et des activités économiques qui vont générer des pertes qu'on ne peut pas éviter ou réduire. Et il s'agit de les compenser. Comment? En menant des actions, par exemple de renaturation. Alors ça consiste par exemple à prendre un terrain qui est artificialisé et à lui rendre une dimension naturelle. Ça peut être aussi une réhabilitation. Par exemple, si vous avez un terrain qui a subi une pollution aux métaux lourds, vous réparez ce problème en essayant d'enlever les métaux lourds. Plus généralement, ça peut être de la restauration, c'est-à-dire le projet de ramener un environnement dégradé à l'état d'écosystème antérieur à la dégradation. Donc, par exemple, ça peut être des friches industrielles ou des terres qui ont été épuisées par l'agriculture intensive. La compensation écologique repose sur un principe d'équivalence des gains et des pertes. Donc quand vous avez vos impacts qui ont été en partie évités, et ensuite ceux qui ne pouvaient pas être évités, qui ont été réduits au maximum, eh bien les pertes résiduelles doivent être intégralement compensées par les gains. Alors on peut même plus que compenser les pertes, mais on ne peut pas moins que compenser les pertes. Il faut qu'il y ait exacte égalité au moins entre les gains et les pertes. Quels sont les secteurs qui sont concernés par les obligations de compensation? Eh bien, ce sont tous les secteurs qui sont soumis à l'évaluation environnementale. C'est-à-dire que, par exemple, ils doivent faire des études d'impact avant de mener à bien leur projet. Alors, parmi ces secteurs, il y a l'énergie, en particulier le nucléaire, qui est concerné. Mais ça peut être aussi toutes les constructions d'infrastructures, les ponts, les routes, etc. Les carrières et les mines sont aussi concernés, les aéroports bien entendu, mais aussi le secteur du tourisme par exemple avec les grands campings ou les complexes touristiques ou les très grands hôtels. Et puis il y a aussi dans le domaine agricole les grandes retenues d'eau qui sont concernées. Bon, il y a plein d'autres domaines, donc je fais pas le tour, hein. Vous pouvez trouver dans le Code de l'environnement la liste exhaustive de tous les secteurs concernés par l'évaluation environnementale. Une des difficultés de la compensation, c'est qu'elle impose une équivalence entre les pertes et les gains, mais que d'un autre côté, c'est très difficile de mesurer les pertes et les gains. Parce qu'en fait, contrairement à la compensation carbone, qui permet assez facilement de mesurer les émissions, ici, on est en face de quelque chose d'assez compliqué. Comment mesurer la biodiversité? Est-ce qu'il s'agit simplement de compter un certain nombre d'espèces?
Est-ce qu'on doit donner le même poids à toutes les espèces? Est-ce que les espèces rares ou les espèces menacées doivent compter plus? Mais la biodiversité, c'est pas simplement une question de comptage. En effet, les écosystèmes peuvent jouer un rôle, même lorsqu'il y a peu d'espèces. C'est le cas lorsque certains habitats ou certains lieux sont des lieux de passage ou des lieux de rencontre pour les animaux. Et donc, on voit bien que là, on a une toute autre fonction que simplement l'habitat au sens strict. Et puis enfin, on pourrait considérer que les écosystèmes jouent des rôles de fournisseurs de services écosystémiques. Par exemple, ils filtrent, ils mettent à disposition, ils retiennent et mettent à disposition une eau de qualité à la fois aux humains et aux animaux. Donc en fait, le problème, c'est que les gains et les pertes de biodiversité amalgament des choses qui sont en fait assez différentes, et donc il est difficile de faire une véritable mesure, et donc de mesurer l'équivalence entre les gains et les pertes. La compensation, elle se fait le plus souvent sur des sites naturels, et la loi définit ce qu'on appelle des sites naturels de compensation. Pour vous donner un exemple, il y a celui du site de Caussure, dans la plaine de la Crau, qui a été le premier site naturel de compensation. Ce sont 357 hectares qui sont détenus par la filiale biodiversité de la Caisse des dépôts et consignations. On avait des terrains qui étaient extrêmement dégradés, auxquels on a rendu une fonction de lande stépique, et sur lequel on fait de l'élevage ovin. Donc voilà un exemple de site naturel de compensation. Cette compensation, elle peut être faite à la demande des agents qui engendrent les dommages. Ils vont faire appel à des agents de compensation qui sont des experts en la matière et qui vont identifier des terrains dégradés et concevoir des projets de restauration qui vont compenser les dommages créés par les aménageurs par exemple. Et donc une fois que les agents de compensation ont élaboré les projets, eh bien ce sont ceux qui ont fabriqué, qui ont créé les dommages, qui vont acheter les terrains et qui vont payer directement la restauration. Donc là on a une compensation qui s'effectue à la demande des aménageurs qui créent les dommages et qui est intégralement de type en nature, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transfert financier à part la rémunération de l'agent de compensation qui a pu aider au projet de compensation. Puis il y a un deuxième type de compensation qui va nous intéresser ici, c'est la compensation par l'offre. Et dans ce type de compensation, c'est l'agent de compensation qui est au cœur du processus. Cet agent de compensation, et avant même qu'on l'ait sollicité, il achète des terrains dégradés, par exemple des friches industrielles ou des terrains agricoles sur lesquels il pousse plus grand-chose. Il réalise la restauration, transformant ces terrains dégradés en sites naturels de compensation ou de renaturation. Et une fois qu'il a fait ce travail, il peut, à l'aide d'experts indépendants, en quelque sorte diviser et packager ces préservations de biodiversité en unités de biodiversité. Alors je l'ai représenté ici comme une espèce d'entrepôt, mais c'était pour vous dire que, alors qu'elles ne sont pas physiques, c'était pour vous dire qu'on essaie de fabriquer des espèces de boîtes qu'on peut ensuite vendre à des agents qui eux-mêmes créent des dommages. Donc vous voyez que ici, la compensation se fait en amont de la demande, donc c'est une compensation par l'offre qui n'attend pas que on lui demande de le faire, et qu'ensuite elle est financière vis-à-vis de l'agent. L'agent ne fait rien d'autre finalement qu'acheter les efforts qui ont été faits par d'autres que lui. Le problème, c'est de savoir si la compensation, ça marche ou pas. Et là, on a de nombreux doutes et qui sont corroborés par des études scientifiques. En particulier, une étude qui a été publiée en 2019 dans Biological Conservation, et qui dit qu'en fait, ça fonctionne pas, c'est-à-dire qu'on a, le titre l'annonce, qu'on a une certitude sur les pertes, mais une grosse incertitude sur les gains. Alors pourquoi? Eh bien, ils ont étudié 24 projets en Occitanie essentiellement, mais aussi dans la région Île-de-France, et dans 80% des cas, ils observent plutôt des pertes nettes.
La raison, c'est que il y a un déséquilibre, par exemple, déjà dans les surfaces concernées. Alors que les impacts ont concerné 1451 hectares, la compensation, elle a eu lieu sur 577 hectares. Par ailleurs, il y a des déséquilibres en matière de taille, c'est-à-dire que les impacts sont sur des zones étendues et souvent contiguës, alors que la compensation se fait sur des zones plus petites mais aussi fragmentées, ce qui ne permet pas de recréer un écosystème viable suffisamment étendu. Enfin, il y a un déséquilibre au niveau des espèces impactées et des espèces préservées. Si on regarde les impacts, il dénombre 200 espèces qui sont impactées, alors que, en fait, la compensation se focalise sur une dizaine d'espèces emblématiques, menacées certes, mais on voit bien qu'il y a là aussi un déséquilibre. Le problème encore plus fondamental qu'ils identifient, c'est la non prise en compte de l'état initial de la biodiversité des sites sur lesquels la compensation se réalise. Considérons donc un milieu impacté dans lequel la biodiversité était, mettons, à 100, et un lieu où on va compenser qui, lui, a déjà une biodiversité initiale à 80. Le total, ici, avant le projet, c'est 180. On mène le projet, et donc la biodiversité sur les lieux impactés, elle disparaît. Simplement, du coup, le total, on tombe donc à 80. Et la compensation, elle va nous remonter à 100. On fait une compensation par exemple sur une garrigue sur laquelle on fait des travaux pour augmenter la biodiversité. Mais in fine, ça nous ramène simplement à 100. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir considéré dans l'étude l'état initial du milieu qui compense est une grosse faiblesse dans le processus, ça conduit à surestimer les gains qui sont effectués par le processus de compensation. Et ça, c'est récurrent dans tous les projets, et on retrouve cette espèce de surestimation, ce qui est quand même assez ennuyeux. Au fond, le bilan, il est pas bon, il est vraiment peu reluisant. Et Fanny Guillet, une des autrices de l'article, de l'étude, le déclare nettement, la compensation fonctionne très mal. Et elle va jusqu'à dire que, compte tenu de ce fait, beaucoup de projets auraient dû être bloqués, puisque la loi, normalement, impose que les projets qui ne peuvent être compensés ne puissent pas être faits. Et la conclusion des scientifiques, c'est qu'il faudrait se focaliser sur des milieux de compensation qui sont très dégradés, et de mener de véritables projets de restauration, parce que c'est simplement là qu'on a des véritables gains. Or, ce n'est pas ce qui est fait pour des raisons pratiques et économiques. Dans cette seconde section, intéressons-nous plus précisément à la compensation carbone. Alors, qu'est-ce que c'est que la compensation carbone ? Il y a des entreprises, par exemple, dans le domaine de l'aviation, qui sont soumises à l'obligation d'éviter, de réduire et de compenser, et donc leurs émissions résiduelles peuvent être compensées par l'achat de crédits qui garantissent que d'autres que ces entreprises ont soit réduit leurs émissions, soit ont évité que des émissions additionnelles soient faites, soit enfin ont pu séquestrer du carbone. Bon, quand on dit séquestrer du carbone, ça veut simplement dire qu'on a planté des arbres en général, puisque les arbres, c'est du carbone qui est capturé sur pied. Alors, c'est pas simplement obligatoire, on a aussi de la compensation volontaire. Dans ce cas-là, c'est plutôt la volonté soit de faire du bien à l'environnement, soit c'est la volonté de se donner une bonne image qui conduit à acheter des crédits qui permettent de compenser les émissions résiduelles. On peut donner deux exemples principaux de la compensation carbone. Le premier, c'est le dispositif CORSIA, Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation. Alors les pays peuvent décider de participer ou non à ce dispositif CORSIA. S'ils le font, eh bien, leurs compagnies doivent compenser une partie des émissions liées à leurs vols internationaux. Il y a un autre exemple qui peut être donné, c'est le dispositif REDD+, ce qui signifie Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries. Et là, l'objectif du dispositif REDD+, c'est d'essayer de préserver les forêts, en particulier la forêt amazonienne. Pourquoi ? Parce que lorsque on coupe ou lorsqu'on brûle la forêt amazonienne, eh bien ça émet bien sûr du carbone. Donc éviter ces émissions, c'est quelque chose de positif et ça peut se valoriser.
Alors, il y a des marchés donc de cette compensation carbone, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, on peut acheter les réductions d'émissions, la séquestration ou les évitements d'émissions qui ont été faits par d'autres et qui donc peuvent le vendre. Ce sont des marchés de gré à gré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un prix unique globalement, donc c'est des transactions bilatérales entre les gens qui ont développé les projets et ceux qui ont besoin ou qui veulent acheter des crédits de compensation. Le problème, c'est que c'est normal qu'il n'y ait pas de prix unique, c'est parce qu'en fait, comme les projets sont très différents en quantité d'émissions, comme en qualité aussi, comme en certitude de la réduction d'émissions, eh bien, évidemment, ils ne se valent pas tous, donc il n'y a pas un prix unique, ça se négocie en fait à chaque fois de gré à gré. Il y a une grande hétérogénéité aussi de la certification, il y a des organismes certificateurs qui sont plus exigeants que d'autres, et donc au fond, les prix sont hétérogènes et bas. Sur les marchés de la compensation carbone, donc pas le sec, on peut acheter de la tonne de carbone à moins de 10 $ la tonne, donc c'est vraiment pas très sérieux. Alors quel est l'intérêt du système? L'intérêt du système, ça consiste bien sûr à faire les réductions là où elles sont faites le plus efficacement. Donc vous avez l'idée, c'est d'avoir des émissions qui sont faites ici, mais qui sont contrebalancées par des réductions qui sont faites ailleurs. Donc c'est ça l'idée. Et ces réductions qui sont faites ailleurs donnent lieu à crédit, et par conséquent, ces crédits peuvent compenser les émissions qui sont faites ici. Alors l'ennui, c'est que ces crédits peuvent en fait être achetés pour compenser des augmentations d'émissions qui sont réalisées ici. Donc on voit que dans ce cadre-là, on peut tout à fait compenser en augmentant soi-même ces émissions, ce qui n'est pas du tout quand même le but recherché. Vous allez me dire que c'est mieux que rien, mais c'est vraiment pas terrible non plus. Alors c'est pour ça que la compensation, c'est beaucoup moins bien que les mécanismes comme le SEC, qui sont des mécanismes de cap and trade, c'est-à-dire de plafonnement et réduction. Pourquoi? Parce que dans le cas du SEC, par exemple, eh bien, il y a un mécanisme de plafonnement et le plafond descend. Alors que dans la compensation obligatoire ou volontaire, peu importe, eh bien, il n'y a pas ce mécanisme de plafonnement et par conséquent, la compensation ne garantit pas la réduction des émissions. Et c'est un vrai souci. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui considèrent qu'en fait c'est du greenwashing, c'est-à-dire que c'est de l'éco-blanchiment. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que, en grande partie, ça consiste à planter des arbres. Or, les arbres, ça pousse lentement, c'est-à-dire que les émissions, elles sont maintenant, et les arbres, ils seront grands que dans 25 ans ou dans 20 ans, ils auront livré tout leur potentiel de séquestration que pas tout de suite, et donc dans l'intervalle, eh bien, on y perd. Par ailleurs, les arbres, c'est fragile, ça meurt, il suffit qu'il y ait des sécheresses, des maladies, etc. Et donc, tout ce qu'on avait, en quelque sorte, prévu en matière de séquestration peut s'évaporer. Puis il y a des incendies aussi qui affectent les forêts. Enfin, la certification peut être défaillante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours, les organismes certificateurs ne sont pas toujours très regardants. Au fond, la compensation, elle est souvent illusoire. C'est ce que des articles scientifiques démontrent. Par exemple, un article paru dans la revue Science en 2023 annonce clairement la couleur et dit « Forest carbon offsets are failing ». Donc c'est un échec. La compensation échoue parce que dans des programmes de type REDD+, la compensation ne se fait pas sur des réductions d'émissions observées, mais sur des évitements d'émissions potentielles. Alors potentiel par rapport à quoi? Évitement par rapport à quoi? Par rapport à un scénario. Le problème, c'est ce scénario. Ce scénario n'est pas avéré. Si vous faites un scénario extrêmement pessimiste, ici par exemple je l'ai dessiné en rouge, les surfaces sont énormes, elles ne sont pas du tout réalistes, mais c'est pour illustrer la logique. Si vous faites un scénario très pessimiste, et que, en réalité, spontanément, la déforestation est moindre que celle que vous avez envisagée, par exemple ici la déforestation est en marron et non pas en rouge, eh bien toute la différence que vous voyez ici en rouge, eh bien vous pouvez prétendre, en faisant semblant ou en faisant avec très peu de moyens, eh bien que c'est grâce à vous qu'elle a été évitée. Et vous pouvez évidemment du coup la monnayer en crédit carbone. C'est là le problème de ces émissions évitées, c'est que en fait on n'est absolument pas sûr de leur réalité.
En conclusion, que faut-il penser de la compensation? Elle a quand même beaucoup de défauts. Le premier défaut, c'est qu'elle repose sur une conception extrêmement faible de la soutenabilité, où certaines formes de capital naturel peuvent être en quelque sorte remplacées par d'autres formes de capital naturel. Et c'est un pari qui est, je dirais, extrêmement osé. Vous ne pouvez pas créer une autoroute, couper des arbres centenaires, bétonner des prairies, et prétendre compenser ces dommages en créant quelques zones humides par-ci par-là, et en replantant des résineux ailleurs. Ce ne sont pas des gains qui sont en quelque sorte commensurables avec les pertes. L'autre problème, c'est qu'elle a tendance à donner un prix à la nature, et on lui reproche du coup de mettre en quelque sorte le doigt dans l'engrenage qui nous fait instrumentaliser la nature, et donc in fine, qui ne nous permet pas de la respecter, et donc de la préserver. Alors, on pourrait prendre ces deux risques, d'une conception faible de la soutenabilité et de donner un prix à la nature, si les résultats étaient probants. Malheureusement, les résultats ne sont pas bons, les études le montrent, la compensation, ça ne fonctionne pas vraiment. En tout cas, maintenant, vous êtes prévenus, et lorsqu'une compagnie aérienne vous propose de compenser votre vol dans les tropiques, eh bien, méfiez-vous, et en tout cas, ne prenez pas ça pour argent comptant.